comme si cet argent venait d'actions que les gens auraient dans une compagnie prospère dont ils seraient les propriétaires et qui serait leur nation. Les gens n'auraient pas besoin de demander une hausse des salaires. Si la nation était plus productive et méritait une augmentation, tout le monde en profiterait automatiquement, car tout le monde pourrait acheter davantage avec son argent. Mais ce n'est pas du tout l'effet que produit la déflation dans un système où l'argent est créé sous forme de dette avec intérêt. Plus de 95% de tout l'argent actuellement en circulation prend la forme de dette envers les banques, c'est-à-dire de promesses de remboursement avec intérêt. Comme nous l'avons vu, le principal est créé lors de l'accord de prêt, mais pas l'intérêt. Comme un certain temps s'écoule entre la création du prêt et son remboursement, et que la plus grande partie des revenus d'intérêt est recyclée sous forme de dépenses de fonctionnement des banques, la plupart d'entre nous parviennent à faire leur remboursement aussi longtemps que la masse monétaire grossit. Mais si la masse monétaire ou la dette totale diminue, l'argent devient de plus en plus difficile à gagner parce qu'il se fait plus rare. Il devient alors de plus en plus difficile de faire des remboursements fixes. Pour les gens lourdement endettés, la rareté de l'argent peut s'avérer catastrophique. Les effets psychologiques de la chute des salaires et des prix accélèrent rapidement tout le processus, car les emprunteurs, y compris les grandes entreprises, n'ont plus confiance de pouvoir rembourser leurs prêts. Alors ils n'en demandent plus. Et comme il n'y a plus création de nouveaux prêts pour remplacer les anciens, la pénurie d'argent s'aggrave, entraînant la disparition de nombreux emplois et la réduction du pouvoir d'achat. Ce phénomène a lieu même dans un contexte de ressources abondantes et de solides capacités de production. Cette redoutable spirale descendante rend inévitable les saisies bancaires massives. Les prix dégringolent car plus personne ne veut dépenser d'argent. Du coup, la valeur des garanties de prêt chute et les banques se retrouvent avec de lourdes pertes dues aux radiations de prêts. Certaines doivent fermer. Les consommateurs et les entrepreneurs ne font plus confiance au système. Bientôt, le malaise économique et social se fait grave. Rien ne peut arrêter cette spirale catastrophique, à moins que quelqu'un, généralement le gouvernement, ne crée de l'argent nouveau ou ne s'endette lourdement auprès des banques privées pour créer assez d'argent afin de relancer l'économie. L'exemple le plus connu de ce scénario est le crash boursier de 1929. La crise a eu pour effet psychologique que les gens ont fait de moins en moins d'emprunts. Il y a donc eu de moins en moins d'argent créé. La Réserve fédérale américaine n'est pas intervenue alors pour lutter contre la déflation. En 1932, la masse monétaire était réduite d'un tiers. Des milliers de gens ont été expulsés de leur maison, car l'argent requis pour rembourser leur hypothèque avait tout simplement cessé d'exister. Et puis, en 1932, Franklin Roosevelt est devenu président des États-Unis. Avec sa nouvelle donne, ou New Deal, Roosevelt a relancé l'économie en rétablissant la masse monétaire. Pour remédier au manque d'argent, il a emprunté auprès des grandes banques privées. Dans les usines, le travail a repris. Mais il a fallu attendre la Deuxième Guerre mondiale pour qu'il y ait de nouveau abondance d'emplois et d'argent. C'est grâce à tout l'argent investi dans l'effort de guerre que la grande crise a pris fin. Mais la guerre a aussi causé 50 millions de morts et a mené à une nouvelle hostilité
dans les rapports de pouvoir mondial, avec une course aux armements, un gonflement de la dette et des mutations sociales et technologiques radicales. Tout cet effet d'expansion et de récession économique est appelé le cycle économique, comme si c'était un phénomène tout à fait naturel, comparable au cycle de l'eau ou à celui du carbone, deux cycles naturels qui sont régis par le soleil. Et le cycle économique, lui, par quoi est-il régi? L'un des éléments de réponse est la masse monétaire. Comme nous l'avons vu, cette masse monétaire dépend des prêts. Alors examinons ce qui se passe tout au long d'un prêt. Nous savons qu'un crédit bancaire n'est rien d'autre qu'une promesse de paiement faite par la banque, promesse que la banque a créée relativement à la promesse de paiement faite par l'emprunteur. La promesse de paiement de la banque sert généralement à acheter des biens et des services réels, et l'argent circule donc, ce qui facilite les échanges. En tant que moyen d'échange, la promesse de paiement actuelle est formidablement efficace et souple. Mais comme aucun argent n'est créé pour payer l'intérêt, une situation apparemment impossible en résulte. Si les emprunteurs devaient tous payer leur intérêt simultanément, ils devraient se battre pour trouver des fonds car le total de l'argent existant serait bien inférieur au total de l'argent qui est dû. Le pourcentage des emprunteurs incapables de rembourser pourrait aisément être calculé. Mais généralement, les intérêts sont remboursés graduellement, pas d'une seule fois. Quand les revenus d'intérêt sont recyclés dans l'économie, ils peuvent être regagnés, encore et encore. Une fois qu'on a compris ce point, la question quant à la possibilité de rembourser ou non les intérêts devient encore plus complexe. Alors, existe-t-il un système durable de prêt qui ne produit pas mathématiquement et inévitablement des défauts de remboursement? Au Moyen Âge, pratiquer l'usure, au sens que ce terme avait alors, c'est-à-dire prêter de l'argent avec intérêt, était condamné en tant que péché. La justification était d'ordre moral, mais la raison profonde était d'ordre pratique. Avec une masse monétaire fixe, comme une masse monétaire d'or, les gens qui auraient systématiquement recyclé les fonds qu'ils prêtaient avec